Donc bonjour à tous pour ce sprint 65. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus de titres au sprint. Depuis quelque temps, on essaye d'adapter nos pratiques. On est entre du Scrum et du Kanban. Donc on essaye de se remettre en question et puis de changer, d'adapter nos pratiques. Donc on a changé en particulier par exemple le rubricage. Donc je te laisse passer au slide suivant. Donc là, on a un espèce de mini sommaire sur lequel on fait ressortir les points clés du sprint. Et donc pour ce sprint, les points clés, vous les voyez qui s'affichent. Donc c'est essentiellement moissonnage. On va vous parler d'Easy Mesure, tout ce process de migration qui est une grosse tâche de fond qui n'est pas visible actuellement, mais sur lequel on travaille et on tient à vous montrer quand même progressivement. Il y aura des choses montrées sur Easy Unpaywall par Léo, parce qu'en fait, là aussi, il faut qu'on s'adapte, parce qu'on interagit avec Unpaywall, et il vous expliquera en quoi on a interagi. Et puis, il y a la rubrique Easy Report avec Tom, qui va présenter un service reporting bien amélioré. Pour les moissonnages, c'est ce qui s'est passé essentiellement ce sprint, enfin qui en tout cas est visible pour vous, parce qu'on a beaucoup moissonné. Donc pour 2022, on a fait une rétrospective et puis on a moissonné le début 2023. Donc on va vous en parler plus tard. Donc là, donc comme je l'évoquais, on revisite nos pratiques parce que suite à différentes rétrospectives, on avait noté que on avait du mal, en particulier par exemple, à nommer les sprints, à trouver un focus. Et donc suite à ce qui est remonté, on a essayé de changer nos pratiques, éviter le travail seul. J'ai essayé de proposer une solution qui est la pratique un peu plus directive de binôme et de binôme hebdomadaire. Donc là, je vais laisser peut-être Léo en parler, parce que ça concerne essentiellement les développeurs. Oui. Voilà. Alors, comme l'a introduit Dominique, on a repensé nos pratiques, donc on a mis en place le travail en binôme. Donc, pour avoir un peu de contexte, on travaille dans un écosystème avec plus d'une dizaine de dépôts de code qui sont actifs. Et donc, on est 3 développeurs et chaque développeur a ses spécialités selon sur lequel il a travaillé. Et donc, durant ce sprint, le fait d'avoir travaillé en binôme, ça nous a permis de faire du partage de connaissances afin d'éviter que les projets restent attitrés aux spécialistes. Et l'idée, c'est que tous les développeurs puissent intervenir efficacement sur tous les dépôts de code et tous les projets. Donc pour l'organisation des binômes, on a fait la combinaison, elle est annoncée en début de semaine et le travail, il est fait au courant de la semaine. Et donc on a aussi beaucoup participé au réseau ingénierie logicielle de l'INIST où on a fait 3 présentations, donc je ne sais pas si on revient dessus, mais on est encore très actif sur ce point-là. Si tu peux les nommer hein, si tu veux. Donc on a travaillé sur une librairie pour faire de la documentation en interne, donc présentée par Tom. Moi j'ai présenté un outil, LazyDocker, pour l'orchestration de conteneurs Docker, et il y a aussi Tom qui a présenté un outil de monitoring qui est censé remplacer Uptime Robot, donc Uptime Combat. Donc voilà pour les points de ce slide. Alors, par rapport à la vie courante de l'équipe, eh bien, en bref, eh bien, on a mis à disposition un nouvel espace Click and Read avec des tableaux de bord qui sont personnalisés. Et là, je laisse Léo ou Dom en parler. Oui, pour mettre un peu de contexte, Click and Read, ils avaient le besoin d'avoir des droits sur plusieurs dépôts de données dans EasyMesure. Et donc, ce qu'on a fait, on a travaillé en binôme avec Dominique pour leur accorder des droits justement sur leur nouvel espace. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, il y aura un petit slide après, donc on va. Un slide qui détaillera ça. Alors, pour ma part, avec Thomas, eh bien, on a terminé les webinaires pour la présentation du tableau de bord SGBU, suite donc à l'enquête nationale qui s'est terminée le 25 mai. Donc, on avait présenté une dizaine de webinaires. Ça nous a ramené quand même plus de 150 personnes à ces webinaires. Et donc, suite à ça, eh bien, Thomas va vous en parler. On va créer un formulaire pour avoir un retour des utilisateurs.
Oui, l'idée, c'est de profiter de la fin de la saisie des données 2022 dans le SGBU par tous les collègues qui se seront prêtés à l'exercice pour savoir dans quels établissements les chiffres qu'on a proposés dans le tableau de bord dédié au SGBU sur EasyMesure ont été utilisés tels quels ou après modification. Donc pour avoir une idée de à quel point le dispositif qu'on a mis en place a été une aide à la saisie du volet usage numérique dans l'enquête nationale, et puis de préparer dès à présent l'enquête de l'année prochaine pour voir qu'est-ce qu'il faut qu'on adapte, qu'est-ce qu'il faut qu'on retouche, qu'est-ce qui a été bien compris, mal compris, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse différemment ou mieux que ce qu'on a fait cette année. Donc cette année, c'était la première année où on avait un dispositif en place, en production, avec des chiffres exposés pour copie, enfin pour permettre aux collègues de les copier-coller directement dans ce volet spécifique de l'enquête. Et l'idée, c'est qu'on arrive à faire gagner du temps à tout le monde, déjà parce qu'on récupère les rapports automatiquement pour tout le monde, et qu'ensuite on compile ces rapports pour générer les indicateurs qui sont demandés par l'enquête, sur la base d'indicateurs Counter 5 qui nous sont livrés par les éditeurs. Donc voilà, on essaiera de faire un bilan un peu fin, qualitatif, pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif, pour savoir comment l'outil a été utilisé ou pas, ou en partie par les collègues, et pour préparer la saisie de l'année prochaine qui va arriver en fait très vite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Thomas. Et on continue avec Dom qui a justement en introduction parlé du moissonnage avec une rétrospective Elsevier et Springer, et puis du courant pour le premier trimestre pour tous les partenaires. Donc je te laisse Oui. poursuivre. Donc, comme le disait Thomas, en fait, le moissonnage est automatique, mais son lancement est manuel. Et donc, en fait, parce qu'on a quand même des petites choses à dire au moment du lancement, et en particulier, on précise les années qui sont moissonnées et on précise les endpoints qui sont moissonnés, sachant que les rapports, par contre, c'est automatique, c'est-à-dire on a une liste de rapports, et avec le SGBU, ça devient conséquent, puisque au total, on en est à 8 rapports moissonnés systématiquement pour chaque endpoint, et pour tous les endpoints de chaque établissement. Donc voilà, rétrospective pour les négociateurs. Et puis, comme tout est saisi pour beaucoup d'établissements, hein, vous avez cliqué sur votre bouton « Je termine ma saisie », on peut aussi moissonner le courant. Et donc, on a fait le premier trimestre 2023. Et justement, à propos donc du remoissonnage, on a travaillé avec Thomas sur des tableaux de bord pour les négociateurs, pour les données consortiales d'Elsevier et de Springer. Donc, on a fait une rétrospective 2019-2022 avec un tableau qui montre la part de l'OA et la part du payant, que je vous montrerai tout à l'heure, puisque ce tableau va aussi se décliner pour l'ensemble des partenaires en tableau générique. Et donc, ce travail a été fait et a été donc mis dans l'espace pour les négociateurs. Et puis, on va terminer avec la partie EasyParse. C'est Léo qui a travaillé donc sur des mises à jour sur la partie logicielle d'EasyParse. Oui, puisque durant ce sprint, on a déployé EasyParse en Docker standard sur une machine de développement, et donc on en a profité pour ajouter un bouton qui va vous permettre de redémarrer l'application sur l'interface. Et donc c'est une fonctionnalité qui sera disponible prochainement, sûrement dans la version 3.9. Alors, pour l'animation de la communauté, eh bien, on a donc fait un petit, je dirais, un petit ravalement cosmétique de nos visuels par rapport au blog, par rapport à la communication qu'on fait de l'équipe et de tout ce qu'on propose pour EasyMesure. Donc, on a écouté aussi les recommandations qu'avait fait donc l'équipe de communication de l'INIS-CNRS, notamment pour présenter des visuels qui soient cohérents avec donc l'équipe EasyMesure. Donc, on a un petit peu revu notre copie par rapport aux couleurs, au code couleur, où on a gardé donc les couleurs du logo EasyMesure. Et puis aussi pour les logos INIS, CNRS, toutes ces choses qui doivent donc être cohérentes avec l'établissement et ce que l'on veut montrer aussi par rapport à tous les services qu'on propose. Donc le blog a été revu et c'est qu'un début puisque
Le blog EasyParse va sûrement se transformer en blog EasyMesure par la suite. Et puis, par rapport à Twitter aussi, donc on a essayé d'avoir une unité au niveau de la présentation. Et puis pour parler encore de l'équipe com, on voudrait remercier particulièrement Alexandra qui nous a fait un bel article sur EasyCounter. Thomas parlait de l'SGBU qui est aussi donc une finalité par rapport à EasyCounter. On a pu, grâce à la mise en place d'EasyCounter, eh bien, proposer ces tableaux de bord avec les 7 indicateurs Counter 5 pour l'ensemble des établissements. Donc, on remercie Alexandra pour le bel article qui est donc sur le site de l'INIST CNRS. Alors, les chiffres clés avec Dom. Oui, j'aime bien les chiffres, moi. Donc, les chiffres du sprint qu'on peut vous proposer pour cette fois-ci, c'est que le sprint a été un peu plus long que d'habitude. On a fait sauter la revue de sprint de la dernière fois, enfin qui avait été prévue initialement parce qu'on n'avait pas de nouvelles fonctionnalités majeures à montrer et on souhaitait conserver le temps pour pouvoir mieux progresser. Donc, c'est ce qui explique qu'on a 14 semaines de sprint. On a pratiqué, on a remis en question nos pratiques. Donc, les binômes, on l'a pratiqué pendant au minimum 5 semaines. Donc, d'un point de vue des pratiques des développeurs, il y a eu 15 pull requests qui ont été validés et même validés en tandem. Voilà pour en ce qui concerne les pratiques. Ensuite, ce qu'on a essentiellement fait visible pour vous dans le sprint, c'est le moissonnage. Pour donner un ordre de grandeur, donc on a eu 703 moissonnages d'établissements, c'est-à-dire qu'on a 106 établissements, mais quand un établissement valide sur son bouton « J'ai terminé ma saisie », on relance un moissonnage. J'essaye de faire des moissonnages groupés. Et le temps moyen pour un moissonnage, par exemple pour une rétrospective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rétro sur un endpoint, il n'y a pas beaucoup de endpoints, donc un ou deux endpoints, ça dure 2 minutes. Par contre, par exemple, pour une année courante 2022, avec tous les endpoints pour BIP CNRS, qui est un gros établissement, ça peut aller jusqu'à plus de 40 minutes. Ça dépend en fait du temps de réponse aussi des plateformes éditeurs. Ça génère beaucoup de volume en fait dans nos index. Donc avant le moissonnage ou après le moissonnage, c'est 80 gigaoctets en plus dans les index. Donc tout ça, ça se gère dans les index éditeurs. Et puis ça fait 255 millions d'indicateurs. Donc ça fait quand même beaucoup. Et un petit rappel, on a la plage des années moissonnées, elle est de 5. Donc 5 années moissonnées. Alors, le travail de fond. Et là, je laisse la parole à Yannick. À moi. Alors, donc on en arrive à EasyMesure. Alors, déjà, pour ceux qui n'auraient pas suivi la dernière revue, on a entamé, lors du sprint dernier, une migration des données de gestion d'EasyMesure. Alors, ce qu'on appelle les données de gestion, en gros, c'est tout ce qui ne correspond pas aux données EasyParse ou Counter qu'on insère et que vous visualisez dans Kibana. En gros, tout le reste, c'est les données de gestion. Donc, ça va être tout ce qui est les utilisateurs, leurs établissements, leurs identifiants sushi, tout ça, c'est ce qu'on appelle les données de gestion. Donc, pour rappel, EasyMesure, historiquement, ça s'articule autour de Elasticsearch, donc ce que vous utilisez pour visionner les données, Elasticsearch Kibana, donc qui est un moteur de recherche, et qu'on avait choisi de garder lorsqu'on a commencé à introduire des données de gestion, parce qu'on avait des cas simples. Et le souci est qu'au fil des usages, au fil des années, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de cas un peu plus complexes. On se rend compte qu'on a des utilisateurs qui peuvent appartenir à plusieurs établissements. On a des cas de type commu qui sont apparus, des établissements qui ont des liens entre eux. On a des correspondants qui parfois ont besoin de donner des droits pour, par exemple, pour que d'autres personnes de leur établissement puissent enregistrer des identifiants sushi. Donc, on a plein de cas qui se sont avérés plus complexes et qui fait que Elasticsearch a commencé à montrer ses limites à ce niveau-là, étant donné qu'Elasticsearch n'est pas relationnel, mais que nos données de gestion sont devenues hautement relationnelles. C'est ce qui fait que nous avons commencé une migration
pour sauvegarder toutes ces données de gestion dans une base relationnelle, à savoir PostgreSQL. Donc, cette architecture-là, elle va nous permettre, enfin, elle nous permet, vu que nous avons commencé la migration, d'avoir un bien meilleur contrôle et de pouvoir manipuler bien plus facilement toute la partie gestion d'EasyMesure. Donc, comme je disais, par exemple, on peut avoir des utilisateurs qui appartiennent à plusieurs établissements et les établissements qui peuvent avoir une hiérarchie. Donc, la dernière fois, on vous avait présenté le début de cette migration. On avait migré les utilisateurs et les établissements. Donc, on avait déjà la partie, les utilisateurs qui pouvaient appartenir à plusieurs établissements. Oui, précisément ça, pardon. Et donc, si on passe à la slide suivante, donc sur ce sprint-là, on s'est concentré sur la migration des points d'accès Sushi, des identifiants Sushi, et on a introduit la notion d'entrepôt de données. Donc, ce qu'on appelle des entrepôts de données, c'est une notion un petit peu abstraite qui va correspondre à la sous-partie d'Elasticsearch qui est accessible aux établissements. Donc, c'est l'équivalent des index que les établissements peuvent lire ou dans lesquels les établissements peuvent charger des données. Donc, c'est la slide suivante cette fois-ci. Donc, je précise tout de suite, tout ce qu'on va montrer dans les slides qui viennent, ce sont des features qui ont été développées, mais qui pour le moment sont testées sur une machine de développement. Alors, bien que ce soit un petit peu frustrant, la migration de ce système de gestion, malheureusement, ne peut pas se faire progressivement. Donc, tout ce qu'on va vous montrer là, ce sont des choses qu'on va vous montrer progressivement, mais il y aura à un moment donné une bascule quand tout aura été migré. Donc, pour le moment, tout ça, c'est testé sur une machine de dev. Et donc, actuellement, sur la machine de dev, les administrateurs ont la possibilité, dans l'interface d'administration des établissements, d'assigner aux établissements ce qu'on va appeler des dépôts ou des entrepôts. On n'est pas encore calé sur le nom que ça va prendre. Donc, de pouvoir dire, par exemple, le CNRS, il va avoir accès au dépôt CNRS-EasyParse, ce qui derrière va se traduire par le fait que l'établissement va pouvoir charger des données dans CNRS-EasyParse, et on va pouvoir faire pareil pour les dépôts qui correspondent à Counter 5, où là souvent ce sera sans doute en lecture seule, parce que le moissonnage, c'est EasyMesure qui charge des données et les établissements qui regardent les données. Donc voilà, on va avoir cette partie-là qui va nous aider notamment à générer automatiquement les index, les espaces, tout ça. Donc ensuite, slide suivante. Une nouvelle chose, on a maintenant une gestion qui est plus fine des permissions intra-établissement. Donc comme je disais, on s'est rendu compte au fil des usages que on a des cas qui sont assez complexes. C'est-à-dire que jusqu'ici, EasyMesure partait du principe qu'on a des correspondants d'établissement, un technique, un documentaire, et ces deux correspondants d'établissement étaient ceux qui pouvaient manipuler tout ce qui appartenait à l'établissement, qui pouvaient manipuler, ajouter des membres et notamment ajouter des identifiants Sushi. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, on a des établissements où les correspondants avaient besoin de déléguer ces droits-là, voire parfois de donner l'accès à plusieurs personnes pour renseigner des identifiants Sushi. Donc, on a travaillé sur un nouveau système de permission qui est cette fois-ci plus fin, et les correspondants vont avoir la possibilité de gérer plus finement ça, à savoir les droits d'accès aux données, mais aussi les droits de modification de gestion de l'établissement, donc à savoir gérer les membres, gérer les identifiants Sushi, et notamment aussi gérer les rapports. Donc ça, on y reviendra d'ailleurs plus tard parce que Tom va parler des rapports, et cette partie-là va permettre donc de définir si les membres de l'établissement peuvent voir les rapports périodiques, voire les modifier. Donc ensuite,
Donc maintenant que EasyMeasure va s'articuler autour d'une base Postgre, les utilisateurs maintenant ne sont plus stockés avant tout dans Elasticsearch, mais dans un Postgre, ce qui implique que nous ne pouvons plus forcément utiliser l'interface de Kibana en premier pour les gérer. Donc nous avions besoin d'une interface pour ça. Donc on a développé une interface côté administrateur pour gérer tous les membres d'EasyMeasure, ce qui va aussi nous permettre de plus facilement naviguer dans les relations qui sont un peu plus complexes des membres, et notamment pour pouvoir voir en un clin d'œil ce membre-là, à quel établissement il appartient, et dans tous les établissements, il a quel rôle et il a quelle permission. Donc ça, on a une interface maintenant unique qui nous permet de voir ça. Et elle va également nous permettre plus facilement de vous contacter en cas de besoin. Alors, typiquement, on peut avoir souvent le besoin d'envoyer des mails à un certain, panel de personnes, parfois les membres d'un établissement, mais le plus souvent, c'est on veut prévenir les correspondants de tous les établissements qu'il s'est passé quelque chose. Donc ceci de nécessiter plus d'étapes manuelles. Maintenant, avec cette interface-là, on va pouvoir le faire en quelques clics, ce qui va beaucoup nous faciliter les choses. Voilà. Ensuite, un petit mot sur le déploiement d'EasyMeasure. Donc, pour rappel, EasyMeasure s'inscrit dans une politique de standardisation des applications qui tournent sous Docker à l'INIST, donc qui est encore en cours de mise en place. Et dans le cadre de cette standardisation, on a beaucoup de choses à documenter en interne. En particulier, on a énormément de variables d'environnement à documenter et de procédures de déploiement également. Donc Tom a travaillé sur un petit utilitaire qui s'appelle Standard Docker CLI, qui d'ailleurs a été présenté lors d'un jeudi mi-mars, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, Léo en a parlé en slide 5. Et donc cet utilitaire, on en a profité pour l'utiliser, pour documenter toute la procédure de déploiement et les variables d'environnement qui sont nécessaires au déploiement d'EasyMeasure dans le cadre de cette standardisation Docker. Et donc c'est moi qui vais enchaîner avec le travail de fond qui a été fait sur Unpaywall. Donc au cours de ce sprint, Unpaywall a eu du retard sur la mise à disposition des fichiers de mise à jour, ce qui a eu des conséquences sur la qualité de notre miroir. Donc pour rappel, le miroir Easy Unpaywall, il se met à jour quotidiennement avec des fichiers de mise à jour qui sont mis à disposition par Unpaywall, et donc on est dépendant d'eux sur ce point-là. Donc j'ai fait une fiche chronologique pour présenter ce qui s'est passé durant ce sprint, et on peut voir qu'on a eu du retard donc au courant du mois de février et de mars. Et donc, lorsque Unpaywall nous a informé que les fichiers de mise à jour qui étaient absents sont devenus disponibles par mail, on a fait un rattrapage. Cependant, il va falloir qu'on réitère cette action, puisque au courant du mois de mai, il y a également des fichiers de mise à jour qui n'ont pas été mis à disposition. Et donc, on attend la disponibilité de ceux-ci pour faire le rattrapage, sachant qu'on continue quand même de faire les mises à jour quotidiennes, malgré l'absence de ceux du mois de mai. Et donc, suite à ces absences des fichiers de mise à jour, j'ai également rajouté un envoi de mail à l'équipe pour qu'on soit informé lorsque le fichier du jour n'est plus disponible. Et donc là, on peut passer à la prochaine slide. Et je vais vous parler du coup du reporting qui a un peu évolué puisqu'actuellement le reporting, c'est ce qui vous envoie les dashboards Kibana en PDF par mail. Et il va se faire remplacer progressivement par Easy Report, qui est un service tout nouveau, qui a le même objectif, mais qui va être plus maintenable, donc plus facile à maintenir, plus stable, avec plus de fonctionnalités. Et durant cette sprint, Easy Report est devenu complètement indépendant d'EasyMeasure pour 3 objectifs. Toujours dans cet objectif de facilité à maintenir, qui ne dépend plus d'une version d'EasyMeasure et surtout il ne dépend plus du tout de Kibana, qui était une grosse charge de travail pour Steven et un frein pour le grade d'Elastic. Ça rend aussi plus simple, puisque côté développeur, EasyMeasure qui utilise EasyReport va le configurer en même temps qu'Elastic. Et ça ouvre de nouvelles possibilités côté utilisateur, on en reviendra dessus un peu plus tard. Ça le rend aussi intégrable. Alors, C'était trop vite. la slide. Pardon.
Ça le rend intégrable puisque ça laisse la possibilité à d'autres applications d'utiliser EasyReport. Mais ça a impliqué qu'il a fallu repenser comment EasyReport accède aux données élastiques, gère ses données propres, donc il a une base de données relationnelle comme on a vu avec EasyMeasure, comment on gère la synchronisation avec l'application qu'il utilise, en l'occurrence EasyMeasure, comment ça s'intègre avec la migration de base de données, etc. Bref, on a préféré faire un brainstorming autour d'un tableau pour mettre tout ça au clair. Et donc tout à l'heure, je parlais de nouvelles possibilités pour le reporting, et là je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Notamment au niveau des permissions. Comme Yannick l'a présenté tout à l'heure, EasyMeasure a un système de permission qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus granulaire, et EasyReport a aussi ce même système de permission, et en fonction de l'utilisateur bien sûr, mais surtout par établissement. Un utilisateur qui a plusieurs établissements pourrait ne pas avoir le même droit en fonction de l'établissement. Comme on peut le voir sur la slide, dans le premier cas, on a les droits d'éditer, de supprimer, d'ajouter et d'activer un rapport, mais pas dans le deuxième cas. Donc on n'a pas tout à fait la même interface. Ensuite, pendant ce sprint, on a intégré EasyReport, mais avant d'intégrer, enfin, on a voulu intégrer EasyReport à EasyMeasure, mais d'abord il a fallu un peu préparer le terrain. Ça s'est fait côté EasyReport avec un test d'intégration à Nuxt, donc un truc d'exemple, pour voir si tous les composants marchent bien, réagissent bien, etc. Et côté EasyMeasure, avec une mise à jour des dépendances, notamment Nuxt, qui permet justement d'afficher le front d'EasyMeasure, l'interface, View, qui est une dépendance directe de Nuxt. On est profité aussi pour mettre à jour OSLint et d'autres dépendances mineures. Et l'intégration a réussi, puisque en tout cas en VD, donc en machine de développement, on a EasyReport qui est dans EasyMeasure. Ça arrivera à peu près en prod, en même temps que la migration de base de données. Ça rajoute 2 nouvelles entrées dans le menu de navigation. Une entrée Mes rapports qui permet de lister simplement les rapports auxquels on a accès, de les créer, de les éditer, de les supprimer. Et dans le panel administration, on a aussi une autre entrée qui s'appelle EasyReport, où là, ça va être vraiment pour administrer EasyReport, comment il marche, sur quel modèle les rapports doivent se baser, etc. Ce qui fait qu'on a un EasyReport fonctionnel, en tout cas sur la machine de dev, avec des rapports quotidiens qui arrivent, avec des rapports d'erreurs quand il y a des problèmes. EasyReport, elle tourne très très bien. On en a profité aussi pendant ce sprint pour documenter EasyReport, que ce soit l'API, que ce soit la base de données, c'est d'ailleurs fait automatiquement, au niveau des schémas qu'on vous a présentés tout au long du sprint, et d'autres dictionnaires de données pour nous. Et les composants aussi d'EasyReport sont documentés, comment les installer, comment les utiliser, etc., etc. Et donc, on va pouvoir passer aux nouvelles fonctionnalités. Oui, et donc c'est moi qui vais prendre la main sur le prochain sprint. Alors on a adapté le traitement des logs BIPS-NRS en utilisant Crossref avant EasyNPWall pour l'enrichissement. Et cela nous a permis de récupérer des DOI ainsi que les informations Open Access. Et grâce à ces données-là, Frédéric nous a fait de nouveaux visus avec les données sur les tableaux de bord. Oui, en effet, merci Léo. On a présenté donc à l'équipe Portail un tableau BIPS-NRS qui a été donc amélioré. Il faut savoir que le tableau BIPS-NRS avec les données EasyParse contient beaucoup d'informations, mais il ne contenait pas les informations de l'Open Access, contrairement au tableau que nous présentons maintenant avec les données Counter5, où là, on a des attributs avec les données OA des plateformes, des éditeurs. Et bien maintenant, grâce à la connexion qui a été faite par Léo du miroir ZNPWall avec un middleware qui traite justement les données des logs quotidiennement, eh bien, on a l'interrogation qui est faite sur ZNPWall de la consultation avec le DOI, et grâce à ça, eh bien, on a 4 informations qui sont importantes et qui apparaissent maintenant sur le tableau de BIPS-NRS, notamment les informations si on est sur du gold, sur du green, ou si c'est simplement payant. On a aussi les informations si l'article est open access, si le journal figure sur la plateforme DOAJ, et puis si le journal est open access.
Et donc, ces informations sont importantes puisque maintenant, on peut savoir, grâce à la table qui s'affiche en dessous, pour chaque DOI consulté, eh bien, à la date de la consultation, donc, qui est la veille souvent de la date de la requête qui est faite par ZNP-Wall, on peut savoir si eh bien, l'information est récente, puisque le DOI, souvent, on a la mise à jour les mises à jour dont parlait Léo tout à l'heure, qui sont très importantes justement en qualité d'information. On sait que le DOI était l'information d'open access ou de pas open access a été mis à jour. Eh bien, là, par exemple, on voit c'était le 28 mars pour un article qui a été consulté, qui a été requêté le 12 avril. Voilà. Donc, ce tableau va évoluer encore puisque je vais un tout petit peu teaser en disant qu'on est en train de réfléchir pour faire évoluer la qualité de ces informations, notamment parce qu'actuellement, quand on interroge ZNP Wall, eh bien, on a l'information le lendemain de la requête qui est faite, enfin le lendemain de la consultation, on a la requête qui est faite. Le problème, c'est qu'actuellement, si on veut retraiter les données de BIP-CNRS 6 mois ou 1 an après, eh bien, on va perdre ces dates d'information puisque la requête sera faite le jour du retraitement de BIP-CNRS. Donc, on est en train de travailler pour essayer peut-être d'avoir l'historique de toutes les mises à jour qui permettrait d'interroger, de faire une requête du DOI à la date de la consultation. Mais ça, c'est en cours de travaux et Léo aura sûrement l'occasion d'en parler plus tard. Suite au remoissonnage qu'a fait Dom, donc pour les données consortiales de Elsevier et Springer, eh bien, on a mis en place un tableau qui permet de montrer l'évolution donc multiannuelle donc de l'open access sur les données Counter 5 et sur 4 années, notamment 2019, 2020, 2021, 2022 pour Elsevier et pour Springer. Donc, on a mis en place un tableau pour les négociateurs donc, consortiales. Et puis, ce tableau, on s'est rendu compte qu'il avait une importance aussi pour chaque établissement, ce qui fait que c'est devenu un tableau générique. Et donc, ce tableau va être aussi adapté pour pouvoir être chargé donc, par la suite dans tous les espaces donc, de nos partenaires qui leur permettront facilement de voir la progression sur plusieurs années donc des plateformes qui auront eu une rétrospective de moissonnage. Et Dom, eh bien, je te laisse parler de Click and Read. Oui, donc un petit focus sur le fait qu'on a mis à disposition un espace dédié Click and Read, hein, qui s'appelle actuellement Click and Read, mais qui sera probablement renommé Portail, parce qu'en fait, cet espace est dédié à l'équipe Portail, parce que bon, vous savez que Click and Read, c'est ce plugin qui permet d'accéder à l'information Open Access si jamais dans votre navigateur un DOI est détecté et qui pourrait éventuellement être amené à une consultation directe en ligne de l'article. Et donc l'équipe Portail qui développe ce plugin cherche à bien connaître ses utilisateurs de Click and Read et à mettre en lien aussi les clics qui sont faits sur ce plugin pour savoir sur quoi ça aboutit, savoir par exemple est-ce que ça va sur NPWall, ça se sert des données NPWall, est-ce que ça va sur Istex, est-ce que ça va sur Panist, et on a les moyens au niveau EasyMesure de faire ce rapprochement puisque on analyse les usages aussi d'Istex, de Panist et d'EasyNPWall, pardon. Et donc, ça les intéresse. Ça nous a demandé de notre part de leur donner accès donc, à ces différents éléments. Pardon. Donc, vous savez que les données sont cloisonnées. Hein, chaque établissement a accès à ces données. Pour faire la transparence, il faut donner des droits spécifiques. Donc, en fait, on a utilisé ce travail sur Click and Read pour bien mettre au point aussi notre procédure de migration de tableaux de bord dans différents espaces pour différents usages. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a renforcé le fait de faire déjà ça en pré-prod,
une fois que c'est validé, on poste les dashboards qui sont validés vers un dépôt qui est la référence et qui permet à partir de ce dépôt de redéployer les dashboards dans les différents espaces. C'est exactement ce que vient aussi de dire Fred par rapport aux dashboards qu'on peut valider et qui ensuite peuvent être déployés dans un grand nombre d'espaces. Voilà. Donc, on a des espaces internes qui sont dédiés aux différents services INIS et NRS, aux différents projets. Et puis, donc, on leur attribue des rôles spécifiques et ils ont accès à des dashboards dédiés, spécialisés. Et la nouveauté, c'est que ces dashboards peuvent être communs entre les différents services ou pas, mais tout en restant adaptés à l'usage que veut en faire le projet en question. Et donc maintenant, on va passer aux fonctionnalités qui sont présentes sur Easy NPWall, notamment avec la version 1.2.1, où globalement, on a rajouté des fonctionnalités de surveillance. Donc la première fonctionnalité, c'est que la page de l'historique des rapports a été mise à jour. Donc on a maintenant un bouton qui va nous permettre d'accéder au registre des fichiers de mise à jour qui est mis à disposition par NPWall. Et donc cela va permettre de vérifier si les sources sont disponibles par NPWall dans le cas où, par exemple, il y aurait une absence, comme on a eu dans ce sprint-là. C'est un accès rapide, un raccourci pour nous et pour vous aussi, pour comprendre si jamais il y a des erreurs lors des mises à jour. Donc on peut passer à la slide suivante, où on a également ajouté des fonctionnalités dans la page d'administration, celle d'import et export de clés d'API. Donc c'est une fonctionnalité qui va être utilisée pour plusieurs choses. Donc par exemple, si jamais nous, l'équipe doit faire un changement d'hébergement de machine. On a déjà eu le cas lorsqu'on nous sommes passés de prod après prod pour faire une grosse mise à jour des données. Et donc, si on devait refaire cette manipulation, ce serait plus facile avec cette fonctionnalité-là. Et c'est aussi très pratique si jamais on est amené à perdre les données pour garder le service actif. On a également enrichi les attributs des clés d'API en ajoutant 3 champs à qui elles appartiennent, une description et sa date de création. Et ça permet d'avoir un meilleur suivi sur l'utilisation des clés d'API, de garder une trace. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin. Le prochain rendez-vous, la prochaine sprint review aura lieu le vendredi 23 juin, donc ça sera la SR66 et ça sera de 11 h à midi, toujours en distanciel avec Zoom. Les réunions GTI, je ne l'ai pas mis puisqu'elle aura déjà eu lieu au mois de juin. Et puis le webinaire, on est en train de préparer un webinaire et c'est Léo qui le présentera justement et il présentera l'interface EZ-NPWall. Prochainement, on va trouver des dates et on vous proposera de participer à ces webinaires. En ce qui concerne les supports mutualisés, on a modifié le format des supports. Ils vont être un peu plus courts. Au lieu d'être de 2 heures, ils vont être de 1 heure, pardon. 1 heure pour permettre de faire des focus, notamment sur bien la prise en main des tableaux génériques, pour que ça soit encore plus simple pour vous, avec des petits groupes de 5 à 10 personnes. Et puis, le 5 juin, ça sera sur ce thème-là. Et le 19 juin, de 10 h à 11 h, ça sera sur la personnalisation des tableaux de bord génériques. Ça pourra être sur, par exemple, un fichier bouquet qui pourra être adapté en filtre sur un tableau Kibana. Donc, on pourra vraiment se focaliser là-dessus et voir des cas d'usage selon vos établissements. On pourra vous faire manipuler directement ces filtres pendant ces supports. Et voilà, donc on arrive à la fin de la sprint review.